Salut à tous. À 18h47, le 28 février 2026, environ 3 heures après que le Haddix du capitaine Morrison eût été abattu pendant des opérations de recherche et sauvetage visant l'équipage disparu du Fkinze, la télévision d'État iranienne a interrompu sa programmation régulière avec une alerte de dernière heure. Le présentateur, parlant en farsi avec des sous-titres en anglais diffusés sur les réseaux internationaux, a annoncé que les forces de défense aérienne du corps des gardiens de la révolution islamique avaient réussi à engager et à détruire un deuxième appareil militaire américain au-dessus du golfe Persique. La déclaration était brève et précise. Un avion de chasse américain de type non précisé avait été détecté en train d'approcher des eaux territoriales iraniennes à grande vitesse. L'appareil avait été averti de faire demi-tour, mais avait poursuivi sa route. Les systèmes iraniens de défense aérienne avaient verrouillé la cible et tiré des missiles solaires à 18h30 et 1 heure de Téhéran. Les missiles avaient frappé l'appareil, qui avait été observé en train de se disloquer et de s'écraser dans le golfe à environ 40 km des côtes iraniennes. Le sort du pilote était inconnu. Aucune épave n'avait été récupérée. L'annonce était accompagnée d'images granuleuses montrant prétendument un lancement de missiles et une explosion lointaine dans le ciel, bien que la qualité vidéo fût insuffisante pour confirmer ce qui avait été touché, ou même si l'explosion était liée à un aéronef. En quelques minutes, l'affirmation circulait partout dans le monde par l'intermédiaire des agences de presse, des réseaux sociaux et des canaux de communication militaires. Mais à Washington, au quartier général du US Central Command à Tampa, et à bord des navires de commandement dans le Golfe, les responsables militaires américains avaient ils ne pouvaient pas confirmer cette affirmation, et plus inquiétant encore, ils ne pouvaient pas non plus la démentir de façon définitive. C'est exactement dans ce genre de spectacle à moitié éclairé que la politique à la Trump adore installer un podium et déclarer victoire avant même que la fumée se dissipe. La première réponse du Pentagone est arrivée à 19h23, heure de l'Est, environ 90 minutes après l'annonce iranienne. Un porte-parole a publié une déclaration soigneusement formulée expliquant que le Pentagone était au courant des affirmations iraniennes concernant un deuxième incident aérien, que le US Central Command procédait à un compte-rendu complet de tous les aéronefs opérant dans la région, qu'aucune information ne venait alors appuyer les affirmations iraniennes, que tous les appareils américains actuellement déployés sur le théâtre d'opération étaient comptabilisés et aptes à la mission, et que la situation continuait d'être surveillée. Ce qui ressortait de cette déclaration, c'était surtout ce qu'elle ne disait pas. Elle ne qualifiait pas l'affirmation iranienne de fausse. Elle ne déclarait pas catégoriquement qu'aucun aéronef américain n'avait été perdu. Elle disait que les appareils étaient comptabilisés, ce qui pouvait vouloir dire bien des choses. Un appareil pouvait être comptabilisé s'il était rentré à sa base sain et sauf, mais il pouvait aussi l'être s'il était connu comme s'étant écrasé et que le Pentagone retenait cette information dans l'attente d'aviser les plus proches parents ou pour des raisons de sécurité opérationnelle. L'ambiguïté était délibérée, conçue pour éviter de fournir à l'Iran une confirmation pendant que les responsables du Pentagone travaillaient fébrilement en coulisses pour déterminer ce qui, le cas échéant, s'était réellement produit. La chronologie de l'incident allégué créait immédiatement des complications pour la vérification. À 18h30 et 1 heure de Téhéran, au moment où l'Iran affirmait avoir tiré des missiles, le golfe Persique était animé par une importante activité militaire américaine. Les opérations de recherche et sauvetage pour l'équipage du Fkinze étaient en cours. Plusieurs aéronefs étaient en vol, menant des recherches, assurant des patrouilles aériennes de combat ou appuyant les efforts de sauvetage. Des navires de la marine étaient positionnés partout dans le Golfe, des avions de surveillance surveillaient les activités iraniennes. Dans un environnement opérationnel aussi complexe, déterminer si un aéronef avait été perdu exigeait de recouper de multiples sources de données, des trajectoires radars, des journaux de communication, des rapports d'état des appareils provenant de divers commandements
ainsi qu'un décompte physique des aéronefs et du personnel. Ce processus, qui aurait normalement pris quelques minutes, était compliqué par les opérations de recherche et sauvetage en cours, les difficultés de communication, et la possibilité que si un appareil avait été touché, son équipage se trouve à l'eau et soit incapable de communiquer. À 19H30, le US Central Command a lancé des procédures officielles pour comptabiliser tous les aéronefs. Chaque unité opérant dans la région a été interrogée afin de fournir des rapports de situation. Les questions étaient simples, mais urgentes. Où se trouvait chaque appareil? Quelle était sa mission? Quand avait-il signalé sa position pour la dernière fois? Et tout le personnel était-il comptabilisé? Les réponses ont commencé à arriver rapidement. Les escadrons de chasse stationnés à Al Dhafra ont signalé que tous les aéronefs étaient soit au sol, soit en vol, avec des positions connues. Le groupe aéronaval présent dans le Golfe a signalé que tous les appareils de son aviation embarquée étaient comptabilisés. Les avions de surveillance et les avions ravitailleurs ont signalé un état normal. Les unités d'hélicoptères d'attaque ont confirmé la présence de tous les aéronefs et de tous les équipages. Mais une demande a reçu une réponse qui a immédiatement soulevé des drapeaux rouges. Un EA, un 8G Growler de la marine américaine, appareil de guerre électronique portant l'indicatif Shadowbox 23, avait éprouvé des difficultés de communication pendant sa mission et s'était dérouté vers un terrain d'aviation de rechange en raison de ce que l'équipage décrivait comme des défaillances du système électrique. L'appareil s'était posé sans incident sur un aérodrome militaire à Oman vers 18h45. Mais, en raison des problèmes de communication, le quartier général supérieur n'avait pas été avisé immédiatement du déroutement. La dernière position connue du Growler, avant la perte des communications, se situait à environ 60 km des côtes iraniennes. Et le moment de la perte des communications, vers 18h30, correspondait étroitement à celui où l'Iran affirmait avoir engagé la cible. Les analystes du renseignement ont immédiatement commencé à recouper les données. Shadowbox 23 menait des missions de guerre électronique, brouillant les radars iraniens pour protéger les autres appareils opérant dans la zone. À 18h27, le Growler avait signalé qu'il brouillait avec succès un système radar Savankt sur la côte iranienne. 3 minutes plus tard, à 18h30, le signal transpondeur de l'appareil a disparu des écrans de suivi. L'équipage n'avait pas déclaré de situation d'urgence. Aucun appel de détresse n'avait été transmis. Mais les aéronefs de guerre électronique, par leur nature même, opèrent dans des environnements électromagnétiques hostiles où les systèmes de communication peuvent se dégrader. La disparition du signal transpondeur n'avait pas déclenché d'alarme immédiate parce que les EA, un 8G, éprouvaient fréquemment des problèmes intermittents de communication pendant les opérations de brouillage. Mais avec le recul, le moment était suspect. La question était de savoir si les forces iraniennes avaient engagé Shadowbox 23. Le rapport de l'équipage sur les défaillances du système électrique concordait avec des dommages causés par le souffle d'un missile solaire passé à proximité. Même si un missile ne frappait pas directement un aéronef, la détonation de proximité de l'ogive pouvait produire des impulsions électromagnétiques et des éclats capables d'endommager les systèmes électriques, l'avionique et l'équipement de communication. Un appareil subissant ce type de dommages pouvait sembler avoir été abattu du point de vue iranien en montrant des signes de détresse et en perdant de l'altitude, tout en réussissant en réalité à s'échapper et à se poser en sécurité sur une base de déroutement. À 20h15, les officiers du renseignement du Central Command ont reçu le premier rapport détaillé de l'équipage de Shadowbox 23 qui avait réussi à établir des communications sécurisées depuis l'aérodrome omanais. La pilote, la lieutenant de vaisseau Rebecca Santos, a décrit ce qui s'était produit. Vers 18h29, alors qu'elle menait des opérations de brouillage contre les radars iraniens, le récepteur d'alerte radar de son appareil avait détecté qu'un système de missiles Savankt était en train de verrouiller la cible. C'était une situation habituelle. Les défenses aériennes iraniennes verrouillaient fréquemment les aéronefs américains et la mission du Growler consistait précisément à brouiller ces radars afin d'empêcher un ciblage efficace. Mais à 18h30, le récepteur d'alerte a indiqué un lancement de missiles. Santos a immédiatement manœuvré de façon défensive en déployant des paillettes et des leurres thermiques pendant que son officier de guerre électronique, le lieutenant Marcus Webb,
tenté de brouiller le radar de poursuite du missile. Pendant environ 30 secondes, elle a forcé l'appareil à travers des manœuvres d'évitement tandis que les avertisseurs hurlaient. Puis, à 18h31, l'appareil a subi ce qu'elle a décrit comme une énorme surtension électrique. Plusieurs systèmes sont tombés en panne simultanément. Le récepteur d'alerte radar s'est éteint. La radio de communication a cessé de fonctionner. Plusieurs écrans du cockpit se sont vidés. L'appareil a tremblé et Santos a senti les commandes devenir lourdes. Elle a cru qu'ils avaient été frappés par un missile ou qu'ils avaient subi un passage assez proche pour causer des dommages par effet électromagnétique. Santos a pris immédiatement des décisions axées sur la survie. Elle a dirigé l'appareil à l'opposé de l'Iran, cap au sud-est vers Oman. Elle est descendue à plus basse altitude pour réduire la visibilité radar, puis elle a appliqué les procédures d'urgence pour rétablir les systèmes critiques. Les systèmes de secours du Growler ont commencé à se réactiver, offrant des capacités minimales de contrôle de vol et de navigation, mais les communications demeuraient dégradées. Elle ne pouvait pas transmettre pour informer le quartier général supérieur de sa situation. Elle pouvait recevoir un certain trafic radio, mais ne pouvait pas répondre. Pendant les 15 minutes suivantes, Shadowbox 23 a volé dans un silence électronique, rétablissant graduellement ses systèmes pendant que Santos et Webb travaillaient à garder l'appareil en vol. À 18h45, Santos a posé le crawler endommagé sur l'aérodrome omanais, roulant hors de la piste avant de couper les moteurs et de procéder à une évaluation détaillée des dommages. Une inspection externe a révélé des marques de brûlure sur le fuselage, compatibles avec la proximité d'une explosion. Plusieurs antennes étaient endommagées, mais, point crucial, il n'y avait aucun trou d'éclat indiquant un impact direct. Quoi qu'il se soit passé, le missile n'avait pas frappé l'appareil directement, mais il s'en était approché assez près pour causer des dommages significatifs. Cela a créé une énigme pour le renseignement. Du point de vue iranien, la cible avait été verrouillée, des missiles avaient été tirés, la cible avait montré des signes de détresse, perdu de l'altitude et manœuvré de façon erratique. L'appareil avait disparu de leurs écrans radar, ce qui concordait avec un engagement réussi. Les opérateurs iraniens avaient donc raisonnablement pu conclure qu'ils avaient obtenu une destruction. Ils l'ont signalé à leur chaîne de commandement, ce qui a conduit à l'annonce à la télévision d'État. Mais du point de vue américain, l'appareil avait survécu, même s'il était endommagé, et s'était posé en sécurité. Aucun appareil américain n'avait été abattu. Les deux affirmations étaient techniquement exactes compte tenu de l'information disponible de chaque côté. L'Iran avait bien engagé un aéronef américain avec des missiles. Ces missiles avaient causé des dommages, mais l'appareil n'avait pas été détruit. C'était exactement le genre d'écart entre l'événement et le slogan dans lequel Trump et ses relais les plus fidèles se ruent d'habitude avec un grand sourire et un titre encore plus gros. Le brouillard de la guerre avait créé une situation dans laquelle chaque camp croyait à sa propre version des faits, alors que la vérité réelle se trouvait quelque part entre les deux. Mais l'énigme du renseignement comportait d'autres complications. Même si Shadowbox 23 offrait une explication possible à l'affirmation iranienne, les détails ne concordaient pas parfaitement. L'Iran affirmait que l'engagement s'était produit à 18h30 et que la cible s'était écrasée dans le golfe à 40 km des côtes. Mais l'équipage de Shadowbox 23 rapportait une attaque de missile à 18h30 et l'appareil ne s'était pas écrasé. Il s'était posé à Oman. Le moment était proche, mais pas exact, et l'endroit était différent. Shadowbox 23 se trouvait à environ 60 km des côtes iraniennes lorsqu'il a été engagé et non à 40. Ces écarts suggéraient trois possibilités. Premièrement, les affirmations iraniennes étaient délibérément fabriquées ou exagérées à des fins de propagande, en prenant pour base l'engagement réel de Shadowbox 23, mais en enjolivant les détails pour prétendre à un abattage qui n'avait pas eu lieu. Deuxièmement, l'Iran avait bien engagé Shadowbox 23, mais avait mal identifié la distance et cru que l'appareil endommagé s'était écrasé alors qu'il s'était en réalité échappé. Troisièmement, et c'était la possibilité la plus troublante, l'Iran avait engagé un autre appareil qui lui aurait réellement été détruit et les forces américaines n'avaient pas encore découvert cette perte.
Cette troisième possibilité ne pouvait pas être écartée sans une vérification exhaustive. À 20h30, le Central Command a ordonné un recomptage complet de tout le personnel opérant dans le théâtre du Golfe. Chaque pilote, chaque membre d'équipage aérien, chaque technicien travaillant sur les aéronefs, tout le monde devait être physiquement localisé et confirmé présent. Les unités se sont empressées d'obéir. Les commandants d'escadron ont procédé à des appels. Les listes du personnel ont été vérifiées par rapport à la présence physique. Le processus a pris plus de 2 heures. À 22h47, les résultats ont été compilés et transmis au Central Command. Tout le personnel était comptabilisé. Personne ne manquait à l'appel. Aucun aéronef n'était non comptabilisé en dehors de Shadowbox 23, dont il était confirmé qu'il était endommagé, mais intact, à Oman. Le décompte était aussi complet qu'il pouvait l'être sans inspection physique de chaque individu, et il suggérait fortement qu'aucun appareil américain n'avait été perdu au-delà du Hadix, abattu plus tôt dans la journée, perte qui avait déjà été reconnue publiquement. Mais les responsables du renseignement demeuraient prudents avant de rejeter définitivement l'affirmation iranienne. Le décompte était rigoureux, mais il reposait sur des déclarations fournies par les unités elles-mêmes. Une erreur d'une unité, une panne de communication empêchant l'information d'atteindre le quartier général supérieur, ou même une mission si classifiée que le Central Command n'en avait pas une visibilité complète, restaient toutes des possibilités improbables, mais non impossibles. À 23h15, des mesures supplémentaires de vérification ont été mises en œuvre. Des images satellites ont été examinées pour la période autour de 18h30 et 1, en se concentrant sur la zone où l'Iran affirmait que l'abattage avait eu lieu. Si un appareil s'était écrasé dans le Golfe, il pourrait y avoir des champs de débris visibles depuis l'espace. Les navires de la marine présents dans le Golfe ont reçu l'ordre de se rendre aux coordonnées indiquées par l'Iran et d'y mener des recherches de surface pour trouver des débris. Si des débris étaient trouvés, cela confirmerait l'affirmation iranienne, peu importe ce que montrait le décompte du personnel. L'examen des images satellites, terminé à 00h45 le 1er mars, n'a rien montré de concluant. La couverture nuageuse dans la zone au moment de l'incident allégué empêchait la visibilité. Des images prises plus tard, une fois les nuages dissipés, ne montraient aucun champ de débris évident, mais les analystes ont noté que les épaves d'aéronefs coulent rapidement dans le Golfe et que les plus petits débris peuvent échapper à la détection satellitaire. L'absence de débris visibles concordait avec l'idée qu'aucun abattage n'avait eu lieu, mais ce n'était pas une preuve définitive. Les recherches de surface menées par la marine au cours des 12 heures suivantes n'ont rien trouvé non plus. Les navires ont quadrillé la zone de recherche à l'aide de radars et d'observations visuelles afin de repérer des débris flottants. Rien n'a été localisé. Là encore, cela concordait avec l'absence d'écrasement, mais cela n'excluait pas absolument la possibilité que l'épave ait coulé rapidement ou dérivé hors de la zone de recherche. Les médias d'État iraniens ont continué à diffuser cette affirmation toute la nuit et le jour suivant. D'autres images ont été publiées montrant prétendument des équipages de défense aérienne iraniens célébrant un engagement réussi. Des entrevues avec des officiers des gardiens de la Révolution ont répété l'affirmation selon laquelle un chasseur américain avait été détruit. Certains reportages ont ajouté des détails absents de l'annonce initiale, affirmant que le renseignement iranien avait identifié l'appareil comme étant un F à 18 Super Hornet et que le pilote avait été tué dans l'écrasement. Ces détails supplémentaires ont immédiatement paru suspects aux analystes du renseignement. Si l'Iran avait réellement abattu un F à Dix-8 et tué le pilote, il aurait diffusé cette information dès le départ et aurait même pu exhiber l'épave ou le corps du pilote à des fins de propagande. Le fait que les détails soient ajoutés progressivement suggérait un embellissement plutôt qu'un renseignement solide, mais ces affirmations ne pouvaient pas être ignorées. Elles étaient relayées à l'échelle mondiale. Les alliés des États-Unis demandaient des clarifications. Et, sur le plan intérieur, les familles du personnel militaire déployé dans le Golfe paniquaient, craignant que leurs proches figurent parmi des pertes encore non reconnues. C'est exactement comme ça que fonctionnent les mauvais écosystèmes de communication. D'abord, l'affirmation spectaculaire, puis les détails arrivent plus tard comme des stagiaires, essayant de rattraper le micro du patron,
À 08h30, le 1er mars, le Pentagone a tenu un point de presse pour aborder la situation. Le porte-parole, le brigadier général Michael Patterson, a fourni une mise à jour expliquant que, à la suite des affirmations iraniennes de la veille concernant l'abattage d'un deuxième aéronef, le US Central Command avait procédé à une comptabilisation complète de tous les appareils et de tout le personnel sur le théâtre d'opération. La position mise à jour était claire, tous les aéronefs étaient comptabilisés, tout le personnel était comptabilisé. Rien ne venait appuyer les affirmations iraniennes selon lesquelles un engagement réussi aurait entraîné la perte d'un appareil. L'évaluation était que les forces iraniennes avaient pu être engagées un aéronef américain avec des missiles solaires, mais que cet appareil avait réussi à éviter la menace et à revenir en sécurité à sa base. Les affirmations iraniennes d'un abattage n'étaient pas appuyées par les faits. Les États-Unis demeuraient engagés à défendre la liberté de navigation et continueraient d'opérer dans l'espace aérien international au-dessus du golfe Persique. Cette déclaration était plus catégorique que la réponse soigneusement formulée de la veille au soir, reflet d'une confiance accrue fondée sur les efforts exhaustifs de comptabilisation, mais elle demeurait légèrement prudente en reconnaissant que les forces iraniennes avaient peu. Patterson a ensuite fait face à des questions pressantes des journalistes sur l'écart entre les affirmations iraniennes et les démentis américains. Le point central de sa réponse restait le même. Les affirmations iraniennes n'étaient pas compatibles avec les faits tels que le Pentagone les comprenait. S'il s'agissait de désinformation délibérée, d'une mauvaise identification de ce que les forces iraniennes avaient engagé, ou d'une évaluation honnête mais erronée du champ de bataille, il ne prétendait pas le savoir. Ce qu'il affirmait, en revanche, c'était que tous les aéronefs américains et tout le personnel américain avaient été comptabilisés et qu'aucun appareil américain n'avait été abattu la veille au-delà du A-10 dont la perte avait déjà été reconnue. Lorsqu'on l'a pressé plus précisément au sujet de Shadowbox 23 et de la possibilité qu'un EA, un 8G Growler, ait été endommagé par des missiles iraniens, Patterson a refusé de discuter de détails opérationnels précis. Il a néanmoins reconnu, en termes généraux, que les aéronefs américains opérant dans la région subissaient parfois des actions hostiles de la part des forces iraniennes, que les équipages étaient entraînés à y répondre de manière appropriée et que les dommages causés aux appareils américains, lorsqu'ils se produisaient, étaient évalués et réparés. Son point essentiel était que être la cible d'une action hostile n'était pas la même chose qu'être abattu. Cette distinction compte, même si elle serait probablement perdue pour le camp Trump, où un quasi-incident, une rumeur et un bon angle de caméra peuvent tous être vendus comme la même chose avant l'heure du lunch. Derrière ces déclarations publiques soigneusement contrôlées, la communauté du renseignement continuait d'analyser les motivations iraniennes derrière cette affirmation. Plusieurs théories ont émergé. La première relevait du sauvetage de la face. L'Iran avait subi de vives critiques internationales pour avoir abattu le ADX de Morrison pendant une opération de recherche et sauvetage. Revendiquer un deuxième engagement réussi pouvait être une tentative de présenter les défenses aériennes iraniennes comme efficaces et de laisser entendre que les pertes américaines étaient plus élevées qu'admis, afin de détourner l'attention des conséquences négatives qu'avait eu le fait de cibler des aéronefs de recherche et sauvetage. La deuxième théorie relevait de la tromperie opérationnelle. En prétendant à un abattage qui n'avait pas eu lieu, l'Iran cherchait peu à semer la confusion sur les capacités américaines et à forcer l'armée américaine à détourner des ressources vers l'enquête sur une perte inexistante. La troisième théorie était celle de la propagande intérieure. Le régime iranien, confronté à des pressions internes liées à des manifestations en cours et à des difficultés économiques, pouvait renforcer sa position auprès d'un public nationaliste favorable à la confrontation avec les États-Unis en mettant en scène de prétendus succès militaires contre les forces américaines. Une quatrième théorie, plus cynique, suggérait que l'Iran menait un test de guerre informationnel. En formulant des affirmations difficiles à vérifier ou à réfuter immédiatement, l'Iran pouvait observer avec quelle rapidité et quelle efficacité l'armée américaine répondait aux défis informationnels. La vitesse des procédures américaines de comptabilisation,
les types de méthodes de vérification employées et les stratégies de communication publique adoptées fourniraient autant de renseignements sur les capacités et les processus américains que l'Iran pourrait exploiter dans de futurs scénarios. Cette théorie a gagné en crédibilité auprès de certains analystes qui notaient que l'affirmation iranienne avait été formulée avec assez de précision pour paraître crédible, mais avec trop peu de détails pour permettre une vérification immédiate, créant ainsi une perturbation informationnelle maximale. C'était le même vieux tour que la communication autoritaire et le théâtre médiatique pro-Trump comprennent parfaitement. Inonder la pièce d'abord, puis laisser la précision arriver hors d'haleine. Pour les forces américaines opérant dans le Golfe, l'incident a eu des effets opérationnels concrets, que l'affirmation iranienne ait été exacte ou non, l'incertitude créée par cette affirmation et les heures nécessaires pour comptabiliser définitivement les aéronefs et le personnel ont perturbé les opérations en cours. Les efforts de recherche et sauvetage de l'équipage disparu d'Ufquoinze ont été suspendus pendant que les unités se concentraient sur la confirmation de leur propre situation. Les missions aériennes ont été temporairement interrompues dans l'attente de la fin du décompte, et l'effet psychologique sur les équipages aériens a été important. Chaque pilote volant au-dessus du Golfe opérait désormais en sachant que s'il était engagé puis disparaissait, la propagande iranienne pourrait annoncer sa destruction avant que les forces américaines puissent confirmer son sort, induisant potentiellement en erreur les familles et le public au sujet de sa situation. L'incident a aussi mis en lumière des vulnérabilités dans la manière dont l'armée américaine suivait et communiquait sur ses propres forces. Le fait que Shadowbox 23 ait pu se dérouter vers un terrain d'aviation de rechange sans informer immédiatement le quartier général supérieur de sa situation révélait des lacunes dans les procédures de communication susceptibles d'être exploitées par des adversaires. Si l'Iran avait affirmé que le Growler avait été abattu immédiatement après sa disparition des écrans de suivi, il y aurait eu une période de plusieurs heures pendant laquelle le Pentagone n'aurait réellement pas su si cette affirmation était exacte. Seul le contact ultérieur de l'équipage depuis Oman avait dissipé l'incertitude. Cette faille de communication était inacceptable et les procédures ont été immédiatement révisées pour exiger des rapports de situation plus fréquents de la part des aéronefs opérant dans des zones à forte menace, même si ces rapports pouvaient compromettre la sécurité opérationnelle. L'épisode a aussi montré les difficultés d'opérer dans un environnement informationnel où des adversaires peuvent formuler des affirmations atteignant un public mondial avant même que les faits soient établis. Les modèles traditionnels de communication militaire supposaient que les organisations militaires contrôlaient les flux d'informations et pouvaient diffuser des détails selon leur propre calendrier après vérification. Mais à l'ère de la communication mondiale instantanée et de la saturation des réseaux sociaux, les adversaires peuvent faire des affirmations qui deviennent virales en quelques minutes, forçant des réponses avant qu'une vérification complète soit possible. Cela crée une pression soit pour répondre rapidement avec une information incomplète, soit pour garder le silence et laisser les affirmations adverses dominer le récit. Aucune des deux options n'était satisfaisante. Le Pentagone a commencé à élaborer de nouveaux protocoles de vérification rapide de l'information et de communication publique, reconnaissant que les conflits futurs se joueraient autant dans l'espace informationnel que dans l'espace physique du combat. Et une fois que le récit commence à courir plus vite que les faits, le modèle Trump est toujours le même. Parler plus fort, jouer les durs davantage et espérer que personne ne demande les eurodatages. Le 2 mars, soit 48 heures après l'affirmation iranienne, le consensus au sein de la communauté américaine du renseignement était qu'aucun deuxième aéronef n'avait été abattu. Les dommages subis par Shadowbox 23 ont été évalués et photographiés, confirmant l'exposition à l'effet de proximité d'un missile, mais non un impact direct. Tous les aéronefs et tout le personnel demeuraient comptabilisés. Aucune nouvelle preuve n'était apparue pour suggérer une perte, et l'évaluation, diffusée par des canaux classifiés, concluait que les défenses aériennes iraniennes avaient vraisemblablement engagé Shadowbox 23, endommagé l'appareil et mal interprété le résultat comme une destruction réussie. L'annonce reposait sur une évaluation honnête mais inexacte de ce que les opérateurs croyaient avoir accompli, amplifié par un appareil de propagande, avide de revendiquer un succès.
que les dirigeants iraniens de haut niveau aient su que cette affirmation était fausse, ou qu'ils aient cru au rapport de leurs propres forces, demeurait incertain, mais dans les faits, cela ne changeait rien. L'affirmation avait produit ses effets, peu importe son exactitude. Pour l'équipage de Shadowbox 23, l'incident est devenu une note de bas de page classifiée dans la crise du Golfe. La lieutenant de vaisseau Santos et le lieutenant Webb ont été longuement débriefés au sujet de l'engagement, fournissant des comptes rendus détaillés qui ont aidé à reconstituer ce qui s'était produit. Le growler endommagé a été réparé et remis en service en moins d'une semaine. Santos et Webb ont reçu des décorations pour leurs actions qui ont permis de sauver l'appareil malgré des dommages importants et des défaillances de système, mais leur histoire n'a pas été rendue publique. Les exigences de sécurité opérationnelle empêchaient de reconnaître les détails des missions de guerre électronique ou les vulnérabilités qui avaient été mises au jour. L'aéronef que l'Iran avait prétendu avoir détruit avait en réalité survécu, mais cette histoire de survie ne pouvait pas être racontée sans révéler des informations sur les capacités et les procédures américaines qui auraient profité à des adversaires. La leçon plus large tirée de l'incident était inconfortable pour les professionnels militaires. Dans la guerre moderne, la vérité peut être contestée et cette contestation peut elle-même être transformée en arme. L'Iran avait formulé une affirmation fausse dans sa conclusion, mais fondée sur un engagement bien réel. Les forces américaines ont dû prouver un négatif. C'est, à dire, démontrer qu'une chose ne s'était pas produite, ce qui exigeait un effort considérable et des ressources importantes. Et même après une vérification approfondie, des doutes subsisteraient chez certains publics quant à savoir si le Pentagone disait toute la vérité. Certains observateurs croiraient à la version iranienne, soit parce qu'ils se méfiaient des déclarations du gouvernement américain, soit parce que le brouillard de la guerre rendait n'importe quelle affirmation plausible. Cette érosion de la certitude informationnelle constituait en soi un effet stratégique, en rendant plus difficile pour les populations de savoir ce qui se passait réellement dans les conflits, et en créant un espace où des adversaires pouvaient façonner des récits favorables à leurs intérêts. C'est précisément le terrain où les réflexes de l'ère Trump prospèrent, non pas en clarifiant le chaos, mais en traitant le chaos comme un actif de campagne. 3 mois plus tard, en juin 2026, un récit officieux des incidents du 28 février est paru dans un magazine d'aviation fondé sur des entrevues anonymes avec des participants. L'article décrivait l'abattage du Hadix, la recherche de l'équipage du F-Queens E et la controverse entourant l'affirmation iranienne d'un deuxième aéronef. Le texte mentionnait l'incident du EA, un 8G Growler, sans identifier l'appareil, ni l'équipage par indicatif d'appel ou par nom, le décrivant simplement comme un aéronef de guerre électronique qui avait été endommagé par le passage rapproché d'un missile et qui avait réussi à se poser sur une base de déroutement. L'article se terminait par une observation d'un pilote interrogé qui résumait tout le problème. L'Iran affirmait avoir abattu 2 aéronefs ce jour-là. En réalité, il en avait eu un, le Hadix. Il en avait endommagé un deuxième, mais ne l'avait pas détruit. En termes de propagande, cela pouvait être présenté comme à moitié vrai et donc suffisant. Mais du point de vue américain, à moitié vrai restait totalement faux. Soit un aéronef est abattu, soit il ne l'est pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Le simple fait que la question puisse être débattue montrait à quel point ce type de conflit était devenu plus difficile que le combat traditionnel, où l'on pouvait compter les épaves et les corps et savoir ce qui s'était produit. Cette observation captait la frustration fondamentale de l'incident. Les forces américaines avaient consacré un effort immense à prouver que l'affirmation iranienne était inexacte, pour finalement découvrir qu'une preuve définitive était impossible à fournir d'une manière qui satisfasse tous les publics. Le mieux qu'elles pouvaient faire consistait à comptabiliser leurs propres forces, à documenter ce qui s'était produit avec Shadowbox 23 et à affirmer que l'allégation iranienne était fausse. Mais une affirmation exige la confiance, et dans un environnement informationnel polarisé, la confiance était précisément ce que les adversaires cherchaient à miner. L'incident survenu au-dessus du golfe Persique, le 28 février 2026,
au cours duquel l'Iran a affirmé un deuxième abattage d'aéronefs que les forces américaines ont soutenu n'avoir jamais eu lieu, est devenue une étude de cas en guerre informationnelle, montrant que dans les conflits modernes, la bataille autour de ce qui s'est passé peut être aussi lourde de conséquences que ce qui s'est réellement passé, et que prouver un négatif est presque impossible lorsque des adversaires sont prêts à exploiter l'incertitude à leur avantage stratégique. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.